Welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur EDJ FM. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans Azurément Sport, votre rendez-vous du mardi soir sur EDJ FM. On est ensemble comme d'habitude pendant une demi-heure pour parler de tout ce qu'il s'est passé ce week-end sur la Côte d'Azur. Et d'ailleurs, on refait le week-end avec vous, Quentin Barbaza. En judo, ce week-end avait lieu le Grand Slam de Paris à l'Accor Arena. 2 Niçois y participaient et c'est un bilan mitigé qui en ressort. Rania Drid s'est fait éliminer dès les 32e de finale. Maxime Gobert par contre a répondu présent, médaille de bronze pour le moins de 73 kg. Après une défaite en quart de finale face au futur vainqueur, l'Ouzbek Shakram Ahadov. En Pro B, Antibes s'écroule une fois de plus en fin de rencontre. Défaite 82-89 face à Denain. Les Sharks encaissent un sévère 34-21 dans le dernier quart-temps et cachent leurs 18 ballons perdus. 5e revers de suite pour les Antibois qui devront se relever ce soir face à Fos-sur-Mer. De son côté, hier Toulon n'a fait que constater les dégâts face à Paula Cortés. L'eau revers 73-99, également 18 balles perdues et un petit 25% à 3 points ont eu raison des Barois. Prochain match ce soir à Chalon-Reims. En football américain, pas de match pour nos clubs azuréens ce week-end pour cause les fortes pluies de ces derniers jours. Les rencontres entre Canet, Toulouse et Nice et Perpignan ont été reportées. Prochaine journée face à Aix-en-Provence le samedi 15 février pour les Dauphins, le dimanche 23 pour les Iron Mask. En hockey sur glace, lourde défaite pour les Aigles de Nice chez le solide Dauphin de Ligue Magnus Angers. Score final 5-2. Nos hockeyeurs ont payé une mauvaise entame de match avec 3 buts encaissés dans le premier quart d'heure. Plus que 5 petits matchs à disputer pour les Niçois dans cette saison régulière et ça commence dès dimanche face à Grenoble. En volée, les Dragons s'inclinent lourdement à Poitiers 3-7 à rien. Les Canois restent 9e au classement. Ils devront battre Toulouse samedi à 19h pour espérer accrocher les playoffs. Le Nice Volley par contre s'est offert une victoire au bout du suspense. Succès 3-2 face à Saint-Nazaire. Alors qu'ils menaient 2-7 à rien en étant surpuissants, les hommes de Brisdona se sont fait peur et ont finalement gagné au caractère. On écoute d'ailleurs en après-match le passeur Valentin Boulot qui avait la lourde tâche de remplacer Bruno Dias en rééducation pour sa cheville. Épuisé parce que j'ai pas de rythme, les mecs ils enchaînent les matchs depuis le début de la saison et je sens bien que les jambes au bout de 2-3 sets ça commençait déjà à être lourd, j'ai plus l'habitude d'efforts intenses aussi longs, t'as envie de bien faire. Donc ça fait que physiquement tu plonges un peu plus vite que les autres et c'est là qu'il faut rester un peu solide dans la tête, garder la tête froide, faire des trucs simples. Mais non, ouais, c'était pas évident. Après, je suis trop content que les gars m'aient aidé, tout le monde m'a aidé, tout le monde a été super positif. Je sentais qu'ils avaient envie de bien faire pour moi et ça m'aide beaucoup. Tu vois. Le NVB reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Samedi, les Niçois se déplacent à Paris, juste derrière eux au classement. En foot amateur, l'AS Cannes est un vrai rouleau compresseur en ce moment. Victoire 3-0 face aux voisins toulonnais pour le compte de la 14e journée en retard de National 2. L'entraîneur de l'AS Cannes, Damien Haute, est très heureux de la manière mise par son équipe pour aller chercher de nouveau ces 3 points. Il a fallu élever notre niveau de jeu, il a fallu être patient aussi, il a fallu attendre les bonnes opportunités, ce que les joueurs ont fait. Ce n'est pas facile, hein. Le score ne reflète pas forcément le début de rencontre. Après la fin de rencontre, elle est un peu plus décousue et on aurait pu en mettre un peu plus, mais bon, on va se contenter de ça. Mais je suis surtout très content de la maîtrise des joueurs et très content surtout de l'apport de tous les remplaçants, l'apport aussi des joueurs qui ont remplacé les 2 joueurs suspendus. Ça témoigne d'un état d'esprit collectif qui m'intéresse vraiment. L'objectif c'est de gagner des matchs, voilà, peu importe la compétition, peu importe ce qui se passe. Moi je veux que les joueurs prennent du plaisir, je veux que les joueurs jouent aussi d'une certaine façon et d'une façon encore une fois entre guillemets généreuse. Et pour l'instant je vois exactement ce que je souhaite voir et ça me plaît bien. 13e match sans défaite pour les Dragons qui reviennent à un petit point du leader hier, de quoi se mettre parfaitement en confiance avant les réceptions demain soir de Div Cabourg pour les 8e de finale de Coupe de France, coup d'envoi à 20h45 au stade Pierre de Coubertin. En Coupe Gambardella, ça passe dans la douleur pour l'AS Monaco et l'OGC Nice, victoire au pénalty respectivement face à Drancy et Saint-Priest, 2 clubs évoluant en U18 R1. Le tirage au sort des 8e de finale est prévu ce jeudi pour des matchs qui auront lieu le premier week-end de mars. Et après les U18, place au débrief de nos équipes pro, jingle. Guessant, le but d'Evan Guessant. C'est parti pour Azurément Goal. Pas de défaite pour nos clubs locaux ce week-end, même si on peut clairement dire que les Niçois perdent 2 points précieux à Toulouse ce dimanche après-midi. Bastien. Oh que oui Quentin, les hommes de Francaise peuvent se mordre les doigts 2 jours après un dernier match de Ligue Europa sans saveur ni enjeu face à Bodo Glimt. Les Aiglons avaient à cœur de se racheter et de poursuivre leur très belle forme du moment en championnat. Au stadium, enceinte dans laquelle le TFC reste sur 2 défaites en Ligue 1 contre Strasbourg et Montpellier, le trio d'attaquants a encore fait mouche. Mohamed Ali Chaud percute sur le côté gauche avant de glisser un extérieur du pied pour Evan Guessant. L'attaquant ivoirien passe devant Mark McKenzie et percuté par Guillaume Reste dans la surface.
Gaëtan Laborde prend le gardien des Bleus à contre-pied, 1-0 pour le gym. Mais c'était sans compter sur la réaction des Toulousains. Oui, malgré une balle de break pour les Niçois, mais cette fois-ci, Guillaume Rest sort un arrêt réflexe et prend sa revanche sur Gaëtan Laborde. Derrière, c'est au tour de Marcin Bulka de maintenir les siens dans la partie. Le portier polonais sort 2 vraies parades pour le coup, la première sur la frappe de Yann Bo déviée par Dante et la deuxième sur une tête de Franck Magri. Dès la reprise, Toulouse maintient sa pression avec une grosse occasion sur un coup franc de Gabriel Soiseau malicieusement joué. Aaron Dounoum tente une sorte de centre-tir dévié par Franck Magri. Un coup de flipper qui termine juste à côté. 5 minutes plus tard, l'OGC a une nouvelle balle de 2-0. Mohamed Ali Chaud oblige Guillaume Rest à se détendre. Derrière, la frappe de Baptiste Santamaria est déviée, puis celle de Jonathan Klaus passe largement au-dessus. Finalement, les Toulousains égalisent à la 85e minute. Marcin Bulka ne parvient pas à maîtriser le coup franc bien tiré par Christian Cáceres Jr. Mark McKenzie suit et inscrit son premier but sous le maillot violet. Score final 1 partout donc, et les Niçois sont relégués à la 5e place du classement car Lille l'a emporté à Saint-Etienne et Monaco a renversé Auxerre ce samedi soir, Bastien. Tout comme Nice, les hommes d'Adi Hutter voulaient absolument se relancer après la lourde défaite subie en Ligue des Champions à l'Inter de Milan. C'est chose faite, victoire 4-2 pour les Monégasques avec un homme sous le feu des projecteurs, Maïka Biarret. La recrue hivernale à plante et un triplé en l'espace de 8 minutes en seconde période. Et pourtant, c'était loin d'être gagné au vu du premier acte. Même si Thilo Kehrer ouvre le score d'une frappe à bout portant sur corner, 3 minutes plus tard, Auxerre égalise par un sacré pétard signé Sinali Diomandé, un bombasso, sapatasso ou ein raqueté pour les fans de football européen. Et à ce moment-là, les supporters monégasques se souviennent du coup de canon de Jean Eudaoulou qui avait permis à Angers de s'imposer à Louis II, d'autant plus que la crainte se confirme avec le but sur pénalty de Joubal juste avant la pause. Le traquenard auxerrois s'installe, mais c'était sans compter sur les remplacements réalisés par Hutter à la pause. Au-delà des changements, l'entraîneur allemand opte pour un autre système avec l'entrée de Brelem Bolo à la place d'Alexander Golovin. Les ACMistes passent en 4-4-2 et deviennent cliniques. Maïka Biarret inscrit un triplé en 8 minutes et 10 secondes. 3 buts de pur numéro 9 entre face à face, reprise de volée et renard des surfaces. L'attaquant danois figure dans le top 10 des coups du chapeau les plus rapides au XXIe siècle en Ligue 1. Le score en restera là malgré la barre touchée par Rado Onayou. La SM remonte sur le podium de Ligue 1 et a annoncé un nouveau renfort au milieu de terrain. Après les pistes d'Inae Bimbe ou encore Jordan Anderson, la direction a jeté son dévolu sur le milieu défensif du Beşiktaş Al Musrati. Le Libyen arrive en prêt jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat non obligatoire à 8 millions d'euros. Parlons rugby désormais avec Azurément Moll, jingle. Donc avant d'accueillir notre invité du soir, revenons sur la compétition où il a triomphé ce week-end. La finale de l'Inextesto Super 7 a eu lieu ce samedi à la Paris La Défense Arena. Les 8 meilleures équipes de rugby à 7 de France s'étaient donné rendez-vous pour conquérir la couronne nationale. Parmi les représentants azuréens, le Monaco Rugby 7 avait pour objectif de gagner un second titre de champion de France, mais l'affaire a tourné court, Quentin Barbaza. Un petit tour et puis s'en va. Monaco avait pourtant coché depuis longtemps la date du 1er février, mais les espoirs ont été de courte durée. Les hommes du duo de James Kent et Fabien Camin n'ont existé qu'une petite mi-temps face aux Barbarians, les futurs champions de France dont vous faisiez partie, Corentin. L'équipe de la Principauté avait comme à son habitude rameuté un collectif XXL avec des joueurs au pédigré ronflant, parmi eux des athlètes olympiques comme le Sud-Africain Speckman, le Fidjien Matawalu ou la star canadienne Isherwood, des joueurs habitués aux grands événements et au circuit mondial, mais qui ont trébuché sur la première marche. Une douche froide pour James Kent, le manager monégasque. Malheureusement, on est tombé sur une équipe qui était préparée au-dessus de nous, une équipe qui ont l'habitude de jouer ensemble dans les babas avec France 7 Développement. Donc ils ont été prêts et nous, le premier match, je pense qu'on a eu du mal à rentrer dans le match tout de suite et le set c'est tellement rapide que une ou deux erreurs et on n'a pas le temps pour se corriger. C'est pas comme le 15. Peut-être que nos joueurs ont peut-être moins l'habitude de jouer ensemble et ça fait 10 jours qu'on était ensemble. Mais ce qui est bien à voir, c'est que le niveau du Super 7 monte de chaque année. À nous de déjà nous mettre avant les joueurs et regarder un peu ce qu'on aurait pu faire de plus et puis après amener ça aux joueurs pour la saison prochaine.
Pour revenir à cette première rencontre, les Monégasques n'ont fait qu'illusion qu'une petite mi-temps. Ils tournent devant 14-10 grâce à 2 essais de Roscoe Sister et Manuali Maisamoa. Puis dans le deuxième acte, plus rien. Un 21-0 encaissé, des ballons qui tombent, des erreurs défensives, mais surtout une puissance physique qui n'a rien apporté face à la jeunesse et la fougue des Barbarians. Comme quoi additionner les gros CV n'assure pas la victoire, surtout quand la coordination d'équipe et l'entente n'est pas là. La question est de savoir si cet échec remet en cause cette volonté de faire venir des noms ronflants du monde entier aux dépens de la formation monégasque. On écoute James Kent à ce sujet. C'était le cas au mois d'août, on avait des joueurs de partout. Et là, on n'avait que français et anglais. Au mois d'août, on avait des Argentins, des Espagnols, donc on avait 3 langues à chaque entraînement, chaque réunion, même des joueurs du Kenya. Donc je pense pas que ça soit une question d'une équipe internationale ou pas. Je pense que c'est à nous, en tant que staff, est-ce qu'on a fait de notre mieux possible pour qu'ils se sentent préparés et qu'ils puissent performer. Non, je pense que c'est pas au niveau on va dire recrutement et question de culture ou langue, c'est plutôt nous par rapport à l'information qu'on voulait donner, nos transmissions d'informations. Monaco qui, après cette désillusion face aux Babas, a subi une seconde défaite en match de classement face à Vannes. Il termine en revanche sur une bonne note en battant Toulouse pour la 7ème place d'un tournoi remporté par les Barbarians. Donc. Et pour les auditeurs novices du rugby qui nous écoutent, le club des Barbarians ne vous évoque sans doute pas grand chose, c'est normal car ce n'est pas un club. Il ne participe pas au top 14 ou à la Pro D2 comme il serait facile de le penser, mais alors les Barbarians c'est quoi ? C'est tout simplement une sélection de joueurs comme peut l'être l'équipe de France. Un collectif présidé par Jean-Pierre Rive, icône du 15 de France et chapeauté par Denis Charvet, ancien centre des Bleus. Être un Barbarian, c'est être totalement passionné par le rugby, sans pression sportive, économique ou médiatique. C'est avant tout jouer pour jouer, en profitant avec des hommes originaires de n'importe quel club. La philosophie est simple chez les Babas, on attaque de partout, voire de positions même impossibles, en prenant le risque que ça se retourne contre nous. L'avantage étant qu'on n'a aucune obligation de gagner, même si ce week-end, l'équipe A7 a remporté un 3e titre de champion de France après 2022 et 2024. Et donc parmi l'équipe victorieuse se trouvait un Niçois en votre personne, Corentin Penquat. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Alors, première question toute simple, quelle saveur a ce titre ? Est-ce qu'on arrive un peu à redescendre un peu de ce nuage ? Bah écoutez, là franchement ça fait 2 jours que je suis rentré, j'arrive pas trop je me rends pas trop compte encore qu'on a été champion. C'est vrai que sur le papier on n'avait pas une équipe, voilà, qui faisait rêver quand on voit les Monaco et autres. Mais je pense que c'était avant tout une histoire d'hommes et on a réussi à le faire parce qu'en fait on était une bande de copains et qu'on a vécu des trucs ensemble pendant 1 semaine et demie, 2 semaines qui ont fait qu'après sur le terrain on s'est bien trouvé. Et puis c'est vrai qu'on avait ce projet aussi de l'équipe de France qui était ancré depuis un moment. Donc ouais, quand ils disent qu'on a l'habitude de jouer ensemble, c'est vrai et pas trop en même temps parce que on a un projet commun, qu'on travaille parfois avec l'Académie olympique, mais on n'est pas tout le temps ensemble non plus, quoi. Et vous disiez tout à l'heure que c'était le plus beau titre de votre carrière. Pourquoi ? Je pense que ça fait partie des 2 titres avec celui de Nice l'année dernière. J'en ai pas gagné 36 des titres non plus, mais c'est vrai que ça a une saveur particulière parce que le 7 c'est en train de se développer en France énormément. Puis je pense aussi que avec les JO etc ça a pris une autre ampleur. C'était l'entraîneur de Monaco tout à l'heure qui disait que je pense que cette année c'était le Super 7 le plus relevé, les étapes en tout cas finales les plus relevées qu'il y ait jamais eu. Je pense que c'est réel, donc il a une saveur particulière, d'autant plus que voilà, j'étais un peu en manque de temps de jeu avec le Stade niçois, donc ça m'a permis un peu aussi de sortir la tête de l'eau, quoi. Justement, ce contact avec les Barbarians, comment il s'est fait ? Alors en fait, ça fait 1 an déjà que je participe quelques fois à ce qu'on appelle les académies olympiques. Donc en fait, c'est des rassemblements avec France Développement qui s'organisent un peu sur Paris notamment. Donc la première fois que j'y suis allé, c'était en mars dernier à Marcoussis. Et donc j'ai eu la chance de participer à un tournoi à Dubaï en novembre. C'était la 2e fois que je le faisais et donc ils m'ont appelé pour refaire une académie là il y a 2 semaines. Et en fait suite à ça, ils décidaient du groupe pour faire les Barbarians et après avoir atterri à Nice, ils m'ont rappelé pour me dire écoute, tu repars sur Paris parce que tu fais partie du groupe, donc j'étais très heureux.
Et vous participez donc à ce premier match contre Monaco avec son équipe avec plein de stars. Comment on s'apprête dans le vestiaire à affronter tous ces joueurs, Roscoe Sister, Roscoe Speckman? Bah écoutez, c'est un peu particulier parce que on connaît un peu leur pédigré. On sait que voilà, c'est des mecs qui sont très expérimentés, qui ont l'habitude du rugby à 7. Donc nous, c'était un peu voilà, la jeunesse, la fougue. On s'est très bien préparé pendant les 2 semaines. On avait commencé déjà avec l'Académie Olympique à travailler sur Monaco, et après on s'est concentré un peu plus sur nous dans un deuxième temps lors du rassemblement Barbarians. Mais tout le monde avait participé à ça, et c'est vrai que en fait, on croyait en nous, on était sûr de nos forces, on a vraiment bien analysé l'équipe, et puis bon, rien n'est impossible, donc on y allait un peu comme ça. On s'est dit, de toute façon, on n'a rien à perdre, et on est capable de le gagner, donc c'était dur parce que c'était un premier match. Voilà, on finit 8e sur la phase de qualification, ils finissent premier, donc voilà, le tirage au départ, personne ne nous voit gagnant. On avait même rigolé sur les codes de paris sportifs, on avait regardé un peu pour voir où on était. Je crois que la cote de gagnant du tournoi, elle était à 25 ou un truc comme ça. Enfin, c'était assez énorme, et au final, bon, on arrive à créer une surprise qui, pour moi, mais c'est très personnel comme avis, n'en est pas vraiment une, parce que on a quand même l'habitude du 7, même si voilà, c'était une équipe beaucoup plus âgée, donc on a joué sur nos forces, quoi. On a forcément peut-être un peu plus d'endurance, un peu plus de voilà, on est plus jeune, on a la fougue, donc on avait des choses différentes à faire valoir. Après, il y avait battre Monaco et aussi gagner la demi, puis la finale. Il y a eu le Racing, ensuite Pau, avec un scénario quand même aussi prenant. Vous venez 14-0, ça revient à 14 partout, et finalement vous l'emportez dans les tout derniers instants. Comment vous l'avez vécu cette finale? Bah écoutez, c'était un moment particulier. Donc déjà, voilà, on bat Monaco, ensuite on prend le Racing à domicile en demi-finale, donc on s'attend à quelque chose d'assez particulier. On gagne la demi-finale, puis là, bon, ben voilà, on est un peu face à notre destin. On a perdu un joueur en plus contre Monaco, Farrell, qui est un super joueur, donc on était un peu dégoûté. Puis on arrive face aux Palois qu'on avait joué dans la semaine le mercredi. On avait fait une opposition contre eux, qu'on avait plutôt pas mal dominé, mais elle n'était pas à plaquer. Et c'est vrai que vu les gabarits qu'ils avaient, c'était assez... on savait que ça allait être compliqué. Mais cette finale, voilà, en fait, on est passé par tous nos états, parce qu'on gagne. Derrière, on prend un essai de 100 mètres sur un essai qu'on nous refuse. C'était assez lunaire. Puis on marque à la dernière action, 19-19, on transforme. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir une victoire plus belle que ça, dans le scénario en tout cas. Et en voyant justement votre réaction sur la transformation, on n'avait pas l'impression que vous connaissiez que depuis 2 semaines. Vous connaissiez les joueurs avec qui vous avez joué? Bah, c'est vrai que on a l'habitude en fait de se croiser quelques fois avec certains mecs, parce qu'on participe au circuit élite aussi pour quelques-uns l'été avec des associations de rugby à 7. Donc voilà, on a l'habitude un peu de se croiser. Mais pour ma part, je connaissais vraiment pas tout le monde, j'en connaissais quelques-uns, mais on a l'habitude de se croiser sur les circuits élites, sur les académies, etc. Mais je pense que vraiment, on a créé un truc en fait sur ces 2 semaines ensemble qui allait au-delà du rugby, quoi. Donc c'est vraiment... parce que quand je dis que c'est une histoire d'homme, c'est que en fait, le rugby, t'as beau mettre des mecs qui ont un palmarès XXL, si la mayonnaise prend pas entre les mecs, ça n'ira nulle part, quoi. On va y revenir sur cette préparation, sur cette comparaison aussi avec le 15, c'est intéressant. Vous êtes toujours sur DJFM, on revient dans quelques secondes, juste après ça. Tous les jeudis, retrouvez la matinale d'Exact. Notre équipe de journalistes fait le tour de l'actualité de la semaine à partir de 8h30 pour tout vous expliquer. Politique, économie, culture ou encore sport, on vous aide à comprendre le monde qui nous entoure. La matinale d'Exact, c'est tous les jeudis à 8h30 en direct sur DJFM. On est toujours avec Corentin Pencoat sur Azur Aimant Sport. À 15, vous découvrez la Pro D2 cette année. Vous avez disputé 3 matchs cette saison, dont 2 titularisations. Est-ce que ce genre de tournoi, ça peut, dans un coin de votre tête, vous dire je vais avoir envie de prolonger cette aventure à 7 ou pas du tout? C'est vrai que ça reste un des objectifs que je me suis fixé. J'ai toujours apprécié le rugby à 7. Je pense que de par ma taille, mon poids et mes attributs physiques qui sont pas énormes,
J'ai en quelque sorte des capacités pour le rugby à 7, peut-être plus que quelqu'un qui fait 130 kg et qui joue pilier. Donc ça m'a toujours attiré. C'est vrai que c'est un rugby qui est plus d'évitement, il y a beaucoup d'espace, il faut beaucoup de cardio. Donc voilà, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. On joue tout le temps des duels, on progresse beaucoup aussi parce que rugby à 7, une erreur, c'est quasiment fatal. On encaisse souvent un essai derrière, donc c'est vrai que ça me permet de se développer, mais c'est vraiment un truc qui reste dans le coin de ma tête, le rugby à 7. Ouais. Et justement, le 7, c'est un sport assez athlétique, c'est différent du 15. Qu'est-ce que vous préférez dans le 7 que dans le 15 sur quels aspects du jeu ? C'est vraiment en fait le fait que à 15, forcément on est beaucoup plus sur le terrain, donc il y a moins d'espace, on va peut-être toucher moins de ballons aussi. Là, c'est vrai que c'est très intense. On a 14 minutes, on touche peut-être 3 fois plus de ballons ou 4 fois plus de ballons qu'à 15. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir jouer des duels, de prendre du plaisir. Puis il y a vraiment une mentalité qui est différente entre le rugby à 7 et le rugby à 15, entre les mecs. Alors je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est vrai qu'il y a cette image et un peu cette connotation où le 7, ça a toujours été vraiment un peu le rugby bonnard, quoi. Et le Super 7, c'est un événement qui a lieu pendant l'été, et puis la finale en février. Est-ce que selon vous, ce format doit être amené à changer, peut-être en intégrant les équipes de Pro D2, ou alors à revenir peut-être 2 fois dans la saison, ou peut-être rapprocher les étapes ? Écoutez, franchement, j'y ai pas trop réfléchi, mais c'est vrai que j'avais déjà pensé un peu à une idée. J'ai échangé avec des copains, on se disait que ça pouvait être bien aussi de rajouter peut-être des points, tu vois, sur le championnat ou quoi. Grâce au Super 7, ça permettrait aussi de faire jouer, d'apporter vraiment un intérêt pour les équipes, parce qu'on va pas se mentir, je pense que toutes les équipes ne le jouent pas à fond, quoi, ce Super 7. Mais je sais pas du tout s'il faudrait intégrer la Pro D2 et tout, j'avoue, j'y ai pas trop réfléchi, mais le format me semble pas trop mal. Ils essaient de le caler aussi sur des moments où il n'y a pas de match avec les clubs pour pouvoir récupérer les joueurs, donc pour l'instant, je pense que c'est pas si mal. On l'a évoqué, c'est 2 sports vraiment très différents, 15 et 7, beaucoup plus athlétique, le 7 beaucoup plus intense. Comment, en pleine saison de 15, comme ça, on se prépare au 7 à un tournoi très, très énergivore ? Franchement, on a l'habitude quand même de courir, etc. C'est vrai que on est à des postes quand on joue derrière au rugby où on court quand même pas mal dans la semaine. Après, c'est vrai que j'ai sollicité pas mal les préparateurs physiques aussi pour faire un peu des trucs en plus, notamment 1 semaine, 2 semaines avant l'académie, pour être vraiment prêt physiquement, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, puis c'est des efforts qui sont vraiment très différents, quoi. On va faire plus de la répétition de sprint, donc des trucs à très haute intensité, donc c'est vraiment essayer en fait d'aller chercher des répétitions de sprint, des trucs un peu différents, mais on a tellement l'habitude de faire du sport tous les jours que ça change pas grand chose. Entre les 2 sports, en fonction du poste, je veux dire, on peut s'en sortir assez bien, quoi. Parfait. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, individuellement, collectivement ? Écoutez, déjà, dans un premier temps, j'espère qu'on va pouvoir se maintenir avec le Stade niçois. C'est vrai qu'on est dans une situation un peu compliquée en ce moment, mais rien n'est impossible, hein. On l'a bien vu ce week-end. Et puis écoutez, pourquoi pas continuer avec l'Académie olympique et essayer d'accrocher cet été un tournoi européen avec l'équipe de France. Ça pourrait être sympa. Les Jeux à Los Angeles, vous y pensez ? Voilà, j'en suis très très loin là. On fait chaque chose dans son temps. 2 beaux objectifs quand même à moyen court terme. Ça commencera dès vendredi, donc face à Aurillac, vendredi soir 20h, 19h30. 19h30, ouais. 19h30. Pour la reprise de la Pro D2. Merci Corentin d'avoir été avec nous. Nous on poursuit notre débrief du week-end avec toute l'actu de la Roca Team. Jingle. Mike James. C'est parti pour Azurément Clutch. On commence ce débrief avec l'Euroleague et un choc tant attendu face au Real Madrid ce vendredi soir. Un match sous haute tension dans une salle Gaston Médecin à guichet fermé. Mais sur le terrain, c'est un tout autre scénario qui s'est joué. Lisa Fernandez-Martins. Oui, une rencontre très accrochée, marquée par une énorme maladresse. Dès le premier quart-temps, les 2 équipes tentent énormément à 3 points, mais sans réussite. 1 sur 10 pour le Real, 2 sur 8 pour Monaco. Malgré une défense madrilène loin d'être impériale, Monaco peine à concrétiser et le Real reste au contact. Dans le deuxième quart, même scénario, Monaco rate ses premières tentatives, le Real en profite pour scorer rapidement. Strazel et Calates donnent de l'air à leur équipe, mais l'adresse fait toujours défaut.
Monaco prend pourtant l'avantage avec un head one de Mike James. L'écart monte à plus 11, mais le Real commence à trouver son rythme derrière l'arc et revient peu à peu. Monaco retombe dans ses travers, force ses tirs et finit par laisser Madrid passer devant, juste avant la pause. 36-39 à la mi-temps, un petit score qui reflète bien les difficultés offensives des deux côtés. On sentait que ce match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, mais le retour des vestiaires n'a rien arrangé. Oui, tout restait à faire. Papagiannis relance Monaco avec un dunk puissant, Corneli et Blossom Game font le travail au rebond, l'ASM repasse devant et semble enfin trouver du rythme. Mais comme depuis le début du match, l'embellie ne dure pas, le Real recolle immédiatement et égalise 54-54. Dans les dernières secondes du quart-temps, Dimo inscrit un panier au buzzer et permet à Monaco d'aborder le dernier quart avec 3 points d'avance, 59-56. Et c'est dans ce dernier quart que le match a basculé avec un tournant majeur, Lisa. Exactement. Ezonia, meilleur scoreur du Real, prend 2 fautes techniques coup sur coup après avoir refusé de sortir pour saignement et contester une décision arbitrale. Il est exclu et cette scène change complètement la dynamique du match. Monaco en profite, Strazel enchaîne à 3 points, Calates régule le jeu et signe un double-double, 12 points, 10 passes décisives. Plusieurs fois, la Roca Team a l'occasion de tuer la rencontre, lancer franc raté, faute sur shoot à 3 points, et pied de Blossom Game seul en contre-attaque. Gaston Médecin retient son souffle jusqu'au bout, mais au final, Monaco s'impose 77-73 face à un géant européen, et c'est bien là l'essentiel. Parmi les belles surprises de ce succès, Peter Corneli affiche un joli 7 points, 3 passes et 5 rebonds. Lui qui est passé par le club madrilène, cette victoire a un goût particulier. C'est encore un peu plus important pour moi ce soir parce que c'est le Real, donc c'est toujours un match qui compte pour moi encore un peu plus que les autres, je dirais. Mais voilà, je sais que c'est aussi là où on va m'attendre. On a une équipe qui a beaucoup de talent, donc il faut aussi qu'on ait des joueurs qui soient dans le combat et qui puissent justement un peu colmater tout le talent qu'on a autour finalement et faire le lien. Donc voilà, moi j'essaie de prendre ce rôle vraiment à cœur. Et voilà, je sais que je suis capable d'être un très bon rebondeur, donc j'ai à cœur de le prouver sur les matchs. Donc une victoire précieuse pour les hommes de Vasilis Spanoulis qui se place 3e au classement de l'Euroleague. Et en Betclic Elite ce dimanche, le scénario était bien différent à l'avantage des Monégasques face à Gravelines Dunkerque. Et oui, cette fois, pas de suspense, un match largement à l'avantage de la Roca Team, même privé de James, Okobo et Lloyd. Malgré un premier quart serré, Monaco prend rapidement l'ascendant dès le deuxième. Strazel et Corneli mènent le jeu, bien épaulés par Papagiannis, Brown et Montejunas. La différence de niveau est trop grande. Gravelines lutte pour le maintien en championnat français. Monaco joue le haut du tableau en Euroleague. L'écart se creuse logiquement et Monaco déroule son collectif. Score final 90-59. À l'issue du match, l'entraîneur de Gravelines a tenu à saluer le travail de Vasilis Spanoulis en déclarant « Il a su relever cette équipe ». Une belle reconnaissance pour le coach monégasque qui continue de faire grandir cette formation. Brown a quant à lui soulevé que cette large victoire face au 12e du classement était loin d'être évidente. Je n'appellerais pas ça une victoire facile. Comme vous avez dit, nous travaillons dur pour cela, mais ça aurait pu aller dans l'autre sens. Je pense que ça nous prépare parce qu'on sait que si on peut rester sérieux pendant 4 quarts-temps, alors on pourrait battre n'importe qui. C'était seulement un écart de quelques points à la mi-temps, donc on a augmenté le niveau dans la seconde partie. C'était le message qu'on a eu au vestiaire. Ok, nous sommes dans une bonne position, mais il ne faut pas être paresseux. Il faut continuer à leur mettre la pression et les faire abandonner. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Traduction de Lucas Godin. Et il faudra continuer de le faire en Euroleague cette semaine avec 2 réceptions, celle de Baskonia mercredi, puis le Partizan Belgrade vendredi soir. Et comme le rythme ne diminue pas, il y aura un déplacement à Strasbourg en championnat dimanche. Monaco a disputé ce week-end le match de qualification pour le World Tour en Coupe Davis. C'était face au Portugal au Monte Carlo Country Club. Défaite cruelle 3-2 pour les Monégasques qui avaient pourtant le succès au bout de leur raquette. Bastien. Frustrant, rageant, déçu, voilà à quoi se résume ce revers de Monaco face au Portugal ce week-end. Dos à dos après la journée de samedi avec un simple gagné de chaque côté. Les rouges et blancs misaient sur leur père, Hugo Nice, Romain Arnaudot pour prendre l'avantage. À quelques détails près, la doublette expérimentée n'était pas loin de se défaire du duo Nuno Borges-Francisco Cabral. Défaite 6-3, 3-6, 7-5 et en après-match, même si la qualification reste encore possible, la colère est difficile à contenir pour Hugo Nice. C'est vraiment joué sur un point ou deux. Voilà, c'est vraiment des détails. Je ne sais pas quoi dire de plus à part que voilà, c'est le double.
On était à peu près au même niveau tout le match, les deux équipes, et voilà, ça a tourné comme ça aurait pu tourner pour nous. Malheureusement, ça tourne pour eux. Après, tant qu'il n'y a pas de break, il n'y a pas de raison de paniquer, mais non, tendu parce que évidemment on est tendu dans ces moments-là. On joue pour Monaco, on a envie de ramener le point à la maison devant tout le monde. Mais bon, voilà, on n'était pas plus tendu que ça. C'est juste qu'à la fin, ils ont su faire la différence, quoi. Les Portugais mènent alors 2-1 et sont à 1 simple de la qualification. Valentin Vachereau a toute la pression sur ses épaules pour maintenir le suspense. Face à lui, Nuno Borges, 37e mondial, mais qui dispute son 3e match en tout juste 24 heures et surtout un 2e consécutif. C'est d'ailleurs le Portugais qui empoche le premier set 6-4. Encore une fois, quelques détails dans les points importants. Valentin Vachereau est dos au mur, mais sait que l'exploit est possible. Lui qui a été blessé pendant 6 mois l'année dernière a retrouvé les cours au mois de décembre dernier. À peine 2 mois plus tard, il joue son meilleur tennis et balaye son adversaire à l'usure. Victoire 4-6, 6-1, 6-2. On vous fait d'ailleurs vivre cette balle de match sur le court numéro 18 du Monte Carlo Country Club avant d'écouter Valentin Vachereau sur le plus beau succès de sa carrière. J'ai peut-être vu un moment ou deux où en bout de course il était un petit peu moins fringant que normalement. Ça m'a un petit peu boosté. Moi évidemment je suis frêle, mais on est joueur de tennis, c'est pas parce que j'ai fait un match de 3-7 hier que ça aurait été dur aujourd'hui. J'étais blessé pendant 6 mois l'année dernière. J'ai repris à fond début décembre, juste le temps de m'entraîner un mois avant de reprendre les tournois début janvier. Et techniquement c'est comme si c'était mon 4e tournoi ici et d'avoir la plus belle victoire de ma carrière. On va dire que la blessure c'était un mal pour un bien pour le moment. Un mal pour un bien pour le moment, car non, Valentin Vachereau n'avait jamais battu dans sa carrière un top 40 mondial, mais il reste encore un simple à aller chercher. C'est Romain Arnaud qui est lancé par le capitaine Guillaume Couillard et tout le reste de l'effectif. Pas de Jaime Faria côté portugais, mais le jeune Henrique Rocha, classé 169e mondial à l'ATP. Romain Arnaud, inexpérimenté en simple, ne dispose pas de classement et cela s'est largement vu dans le match. Faute bête, service pas au rendez-vous, physique qui lâche et qui fait jouer à l'envers. Devant à 2 reprises 5 jeux à 2, le monégasque se fait remonter de la même manière. Défaite cuisante en 2 manches, 7-5, 7-5. Forcément en après-match, la pilule est dure à avaler. Je suis quand même assez déçu de ma performance, même si le niveau était correct. Au final, on joue des très bons joueurs, donc évidemment, au niveau correct, ça suffit pas. Et je me précipite un peu à 5-2, je lâche des jeux pour essayer de m'économiser. Donc au final, je me retrouve, si je joue un peu le jeu de 5-2 au premier set, je peux faire aussi 6-2. Je sors un peu de mon rythme, je m'échappe en fait de ma stratégie parce que je sais que physiquement, je vais pas tenir comme ça, donc c'est dommage. Voilà, mais après, je sais les efforts qu'il faut faire derrière et pour gagner des joueurs comme ça, il faudrait que j'en fasse plus et que j'ai plus de rythme. Donc avec le double en plus dans les pattes ce matin, ça m'a pas aidé. Finalement, Monaco s'incline 3-2 face au Portugal. Beaucoup de déception aussi chez le capitaine de la Principauté, Guillaume Couillard. Honnêtement, là, en sortant du cours, on est forcément déçu parce qu'on avait notre chance. On n'était vraiment pas favoris au départ. On jouait certainement la meilleure équipe du groupe sur le papier. Donc tout ça faisait penser que ça allait être vraiment très très compliqué. Ça l'a été, mais voilà, on a vraiment touché du doigt le bonheur. C'est vrai que ce double, il nous laisse des petits regrets. On comptait vraiment sur ce point, on l'a pas eu. Voilà, heureusement, Valentin a été super fort tout le week-end. Et puis Romain, qui fait un simple tous les 10 ans, il a quand même réussi à rivaliser avec un très très bon joueur. Là, voilà, pour l'instant, c'est la tristesse qui l'emporte. Et on continuera de suivre de près les Monégasques. On imagine qu'ils ont tous dans un coin de leur tête le Masters 1000 de Monte Carlo qui débutera dans 2 mois tout pile. Et cette semaine, on finit l'émission avec le traditionnel quiz. Alors cette fois, c'est pas Bastien qui va présenter parce qu'il a envie de jouer. C'est moi, Quentin, qui vais prendre le lead. Donc ça va être Lisa contre Bastien, 7 questions, 3 chacune, plus après une question en général, et peut-être que Corentin, s'il sait, il pourra peut-être aussi intervenir. Alors, on va prendre une leçon. On commence avec Bastien, première question. Le mercato d'hiver s'est terminé hier. Une seule recrue à l'OGC Nice, c'est Baptiste Santamaria. Pouvez-vous me citer son parcours professionnel depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui? Et un petit indice, il y a 5 clubs en comptant Nice. Ah bah oui, je bosse à Transfermarkt, moi, c'est nouveau.
Bon, avant il y avait Rennes. Avant Rennes, il y avait Angers. Ça va, putain, ça revient. Ouais. On a un entre les deux, entre Angers et Rennes, à l'étranger. Waouh. En Allemagne. Non, ça me vient pas. Une équipe reconnue. Qui finit dans le top 10. Ah oui. Qui finit dans le top 10. Même peut-être un peu mieux. Même. Je suis pas expert du foot allemand. Non, moi je sais pas, je vais pas. Corentin. La première ville allemande qui te passe peut-être. Bah j'ai dit Schalke 04. Non, c'est Fribourg. Et il a été formé à Tours entre 2013 et 2016. Allez, à vous Lisa. En tant qu'amatrice de basket, on va aller sur les parquets, mais pas celui de la Roca Team, plutôt celui d'Antibes à l'Azur Arena. Oh bah, c'est étonnant. Les Sharks traversent une période compliquée. Ouais. 11 matchs une seule victoire sur 11 derniers matchs. Et du coup, cette victoire, c'était face à qui? Face à Saint-Chamond. Non. C'est Chartres. Exactement, Ah. c'est Chartres. Allez, une petite question rugby pour Bastien, Bastien. Peut-être que Corentin va l'avoir aussi. Mi-mai 2024, le Stade niçois bat Narbonne 39-30 en finale de National et monte en Pro D2. Un match fou avec 5 essais. Qui sont les marqueurs? On était sur place en plus. Bah voilà, moi ça me fait des questions, pas mais- sur Monaco. Oui, mais il faut, j'ai se les rappeler, Niçois. il faut se rappeler quand même. Non, que les Niçois. Il faut Ah, que justement les Niçois. Que les Niçois. Il me semble que Paul avait marqué en plus au Radou, non? Côté Narbonne. C'est possible. J'ai pas les Narbonnais, mais oui, je crois que côté Paul marque. Nice, Allez, Bastien. Charlat. Ouais, en deuxième. Il y a peut-être Smiler aussi. Ouais, en troisième. Ah, le premier, c'est qui? Le premier, c'est un avant aussi, je crois. Ouais. C'est Thibauré. Non, Thibaut, il a pas pris part à la finale, je crois. Je crois. Le Downfall. J'aime bien, je crois. Joli, Corentin, vous étiez sur le banc pendant ce match. Non, même pas, ouais, j'étais blessé. L'info est pas bonne. Oh, le rappel. Non, je crois que c'est Arthur Vignol qui a marqué le premier. Non, le dernier. Le dernier, pardon, ouais. Alors, Il le en premier, manque c'était deux. qui? À la 17ème minute, un avant et un arrière à la 67ème qui relance le match. 67ème G. C'est Lucas Cutaillard. Ouais. Et le tout premier, un début de match en fanfare. Un À fanfare. la 17ème minute. Moi, si je donne comment il a marqué, c'est trop facile. Sionné. Ouais, oui, C'est Sionné. C'est Sionné. Sur un Moll. Angaël, Anguibert, un Moll. Lisa, parlons F1, votre spécialité. Parlons Grand Prix de Monaco. Dans l'histoire du championnat du monde, depuis 1950, 5 pilotes français ont remporté la course. Lesquels? Alors, au moins, allez, au moins 2. Bah, Charles est pas compté du coup. Non, il n'est pas français, Charles. Ok, oui, non, mais au cas où. C'est le principe de la France. Bah, je dirais allez-y. Non. Ouais, Prost. Bah, Prost, il a gagné 4 fois. Prost, 5. Il y a 5 pilotes, ouais. Mais alors là, français? Non, il est dit non. C'est pas français. Non, il est pas français, je crois. Donc Prost. Le ensuite. dernier en 96, je crois que c'était la. Avant Gasly, c'était la dernière victoire française sur un Grand Prix. Alors là, Monsieur Quentin me pose une Il y a colle. des consultants. Il y a un consultant là dans le lot. Consultant dans l'eau? Non. Non, je crois pas. Ah bah non. C'était en Grosjean, 96. c'est pas d'avoir gagné, non? C'était en 96. Olivier Panis. Panis, ok. Et avant, c'était Patrick Depailler, Jean-Pierre Beltoise et Maurice Trintignant. Je pense que. On vous les l'avez embrasse. pas. On les embrasse. Allez, merci beaucoup. Allez, Bastien, dernière question pour vous. Une question football. L'AS Cannes affronte demain Div Cabourg en 8ème de Coupe de France. Ils ont déjà atteint les 8ème de finale, les Cannois. La dernière fois, c'était en quelle année et contre qui? Maxence, je m'excuse d'avance. Tu le sais et tu nous l'as répété trop de fois. En tout cas, il est super ce quiz. Merci Quentin. C'était face à Grenoble. Non. On va réviser l'histoire. Bra. Corentin doit savoir, c'est une équipe bretonne. Bah, Corentin Ah, Lorient, triche surtout. Lorient. Alors, pour la trouver, celle-ci. Corentin à la feuille, surtout. Non, une équipe amatrice aussi. Une équipe qui avait fait une épopée en Coupe de France.
Il a soufflé. J'ai fait appel à un ami, on m'a dit. Et oui, les Canois qui avaient gagné 1-0 en 2014 face à Plabennec avant de perdre face à Guingamp, encore des Bretons. Ah, c'était Guingamp. Lisa, dernière question pour vous. Petite question tennis. Depuis 10 ans, il y a eu 6 vainqueurs différents du Masters de Monte-Carlo. Je vais t'aider, t'inquiète pas. Ah bah vas-y Bastien, parce que moi le tennis... T'en as bien. Allez, un, à au deux. moins. À deux. Djokovic. Oui. Nadal. Deuxième. Oui, Voilà. ça fait 2. Federer. Non. Un pote à lui. Alcaraz. Non. Ouais, il vient de... Wawrinka. Ouais, Wawrinka. Ok. Wawrinka. Corentin, T'as si dit t'en as cinq d'autres, n'hésite pas. 6 il y en a. 6. Il en manque 3 du coup. 3. Les plus récents. Tsitsipas. 3 fois vainqueur à Monte-Carlo. Rublev le pète une fois. Rublev, il y a 2 ans. Et lui, c'est le plus dur à trouver en 2019, un Italien. Fonini. Exactement, Fabio Fonini. Allez, la dernière question de cette soirée. Je vais pas vous demander la composition du FC Porto, mais celle de Monaco en 2004. Chacun votre tour. Bah oui, un joueur. bien sûr. De l'AS Monaco. Allons-y gaiement. Bastien. Peut-être que tu peux jouer tout seul, Bastien. Allez, je fais le monologue. Morientes devant. Oui. Carrément la position, pardon. J'en ai pas un seul. Est-ce qu'il était titu? Roten. Il était pas titu. Il était pas même titu. pas là. Il était même pas là. Rappelle-toi, en 2004, t'avais 2 ans quand même. Hein. Ouais, même 1 an et demi parce que je suis de fin d'année. Alors il y avait Plasil. Sur le banc. Oh, c'est pas possible. Comme Corentin. Ah. Même pas. Qui derrière? J'ai fait 1000 fois les. Allez, il y a encore au moins, un joueur, encore c'est au moins bien. 3 faciles. Et il nous reste plus que 5 minutes après l'école est ferme. Alors bouge-toi. C'est vrai, on va rester enfermé. Plus rien ne me revient. C'est abusé. Un arrière gauche bien connu, passé par l'OM, passé par Manchester United. Evra. Ah, le fact-checker Corentin qui montre Jérôme Roten, effectivement il était là. Le fact-checker. Bah il a que ça à faire donc bon. On prendra rendez-vous chez l'ophtalmo pour Corentin juste après. Un grand joueur de Manchester United, arrière gauche. Oui, Evra, je l'ai dit, Evra. Ah, Patrice Evra. Evra, ouais. Avec lui, en défense centrale, qui est encore sur la Côte d'Azur en ce moment. Défenseur central, le double G pour ses initiales. Oui. J'y vais, purée, j'y vais. En plus, on essaye de le faire venir. Purée, t'es Si trop on nous entend. discret, Coco. Ça va pas lui donner envie de venir. Si on sera avec lui, pas enlever la bonne oreille là. Et allez, un dernier. L'ailier droit, passé par le Barça, le PSG. Voilà, Ludo Giuli. En tout cas, j'ai grave servi à grand chose Bon, dans ce quiz. c'était pas fameux les amis chroniqueurs, mais on se quitte, c'est la fin de cette émission, cette 12e d'Azurément Sport. Et c'est parti pour la musique, c'est Corentin qui l'a choisi je crois. Ouais, merci une nouvelle fois à Hugo Petitjean déjà pour la régie. Et nouvelle tradition, donc l'invité choisit la musique de fin. C'est Bittersweet Symphony de Marc Sibilia. Voilà, bonne soirée sur DJFM, ciao ciao, à mardi prochain.